Les Jeux olympiques et paralympiques d'été de 2024 auront lieu du 26 juillet au 8 septembre à Paris et sur d'autres sites en France. Est-ce que ces Jeux vont changer le droit du travail applicable? La réponse, oui. Et ce n'est pas tout. Je vais vous emmener faire un tour d'horizon du dialogue social en France et de l'organisation des JO. Surprise en perspective. Je vous explique, vous avez une minute? Tout d'abord, le Code du travail a été changé en avril 2023, rien que pour ces Jeux, notamment sur les jours de repos. Ensuite, les dispositions sur la sécurité affecteront tant le personnel dédié à ce secteur que tous les salariés travaillant à proximité des Jeux. Ça, c'était pour l'aspect théorique. En ce qui concerne l'aspect pratique, le volet social pose des questions et certaines sont en train d'être résolues, ou pas. Les jours de repos. Habituellement, que dit la loi sur le repos hebdomadaire? Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives, c'est-à-dire qu'entre 2 jours de travail, il doit y avoir au moins 11 heures d'écart. De plus, tout salarié a droit à un repos hebdomadaire par semaine, auquel s'ajoute le repos obligatoire entre 2 jours, donc au moins 35 heures de libre. En général, le jour de repos est le dimanche, mais nombre de commerces sont ouverts ce jour-là, de même que les transports et autres services, afin notamment d'assurer la continuité des services de base ou touristiques. Les salariés de ces secteurs d'activité bénéficient d'un autre jour de congé que le dimanche. La loi sur les JO, qui modifie le Code du travail, dispose que le préfet, donc le représentant de l'État dans chaque département, peut autoriser un établissement de vente au détail de biens ou de services à déroger au repos dominical. Autorisation délivrée après avis consultatif du conseil municipal des communes concernées, des chambres de commerce et chambres des métiers, des représentants des employeurs et des syndicats. Et comme ces autorisations sont demandées par des employeurs, bien évidemment, les chambres consulaires et les représentants des employeurs seront pour. Un salarié d'un de ces commerces touchés par cette disposition peut s'opposer à travailler le dimanche. Mais gageons que pour ceux qui seront embauchés en CDD pour l'occasion, auront un contrat de travail stipulant que le jour de repos sera très certainement un autre jour que le dimanche, et les salariés signant un tel contrat le feront en toute connaissance de cause. Il faut toujours lire son contrat de travail, cela peut éviter bien des surprises. Dès qu'un établissement a obtenu une dérogation de repos dominical, le préfet peut, sans qu'il lui soit demandé de motiver sa décision, accorder la même dérogation à d'autres établissements du même secteur d'activité dans tout le département, mais pas forcément à tous, là non plus, sans motiver. Pourquoi l'accorderait-il à certains et pas à d'autres? Et déjà, le préfet de la ville de Paris a accordé la dérogation pour des commerces de détail alimentaire, d'articles de sport et loisirs, des magasins multicommerces, de cycles, motocycles, des grands magasins, de l'habillement, du prêt-à-porter et des librairies papeterie. Ne doutons pas que d'autres secteurs d'activité sauront demander et obtenir ces autorisations. Autre versant de la loi, celui de la sécurité. L'article 10 se penche sur la sécurité. Alors, tout d'abord, qui est visé? L'article 11 de la loi indique qu'une enquête administrative sera effectuée avant d'engager un agent de sécurité. Rien que de très normal. Mais les entreprises privées pressentant les difficultés de recrutement ont obtenu de pouvoir faire appel à tout type de personnel, y compris des demandeurs d'asile, sans que le temps de travail pour cette période soit décompté de leur temps de travail attribué par leur statut. Ces entreprises pourront même embaucher des étudiants étrangers. On peut qualifier ces entreprises de visionnaires, car cette disposition était dans les tuyaux depuis 2015. À part l'embauche des agents de sécurité, que dit la loi et ses dérivés? Qu'il y aura des caméras qui récolteront des informations, donc qu'il y aura des enregistrements, y compris via des aéronefs, donc des avions, des hélicoptères et des drones. Où ça? Dans les gares et leurs abords, les wagons, et que ces enregistrements pourront faire l'objet de traitements algorithmiques, donc de la reconnaissance faciale. Bienvenue chez Big Brother. Mais bon, n'ayez crainte, il paraît que c'est expérimental. Là où ça se complique, c'est la sécurité aux abords des manifestations sportives. Le Canard enchaîné nous apprend qu'il faudra être en possession d'un QR code, y compris pour les habitants, et donc aussi pour les travailleurs de toutes les zones touchées par les JO, et elles sont nombreuses. Pour obtenir ce précieux sésame, la police devra effectuer une enquête, et donc
impossible de rentrer chez vous ou de sortir travailler sans ce QR code. Ce seront donc 1 million de personnes qui seront fichées et mises en fiche au nom de la sécurité. Toute personne de 13 ans et plus est visée par cette disposition. Tout semblait réglé côté social quand soudain, Sophie Binet de la CGT lâche un pavé dans la mare. Et il faut répondre aux questions sociales posées par les travailleuses et travailleurs qui, je le dis fermement, n'accepteront pas de travailler à n'importe quel prix pendant l'été avec des chantages permanents sur vous n'allez pas abîmer l'image de la France quand même. Bah oui, sauf qu'on a des droits. N'était-ce pas prévisible? D'ailleurs, qu'était-il prévu côté social? Ça fait 6 mois qu'on pose la question très calmement, de façon très répétitive, sur laquelle nous n'avons aucune réponse. La CGT, elle est impliquée depuis plusieurs années dans la réussite des Jeux. C'est la CGT qui s'est battue pour obtenir une charte sociale liée aux Jeux Olympiques. C'est une première mondiale. C'est cette charte sociale qui a permis de diviser par 4 le nombre d'accidents sur les chantiers liés aux JO. La CGT s'est donc battue pour l'obtention d'une charte sociale. Quelle est la place de la CGT là-dedans? Donc Bernard Thibault de la CGT a participé à la création d'une charte sociale pour ces JO. Mais c'était quand ça? Ok, 2018. Et ça portait sur quoi cette charte? Parce que cette charte, elle va nous permettre, par exemple en amont des Jeux, de veiller à ce que des contrats de travail soient signés, que le droit à la santé au travail soit respecté, que du travail informel ne s'installe pas. Chose qu'on a vue dans d'autres événements, y compris à Paris il y a quelques années. Donc, tout ce qui a trait au JO a souscrit à cette charte, tant pour l'organisation des Jeux que pour la construction des installations. Par exemple, Solideo qui construit les installations. Alors la Solideo, c'est la structure qui, à côté du COJO, a en charge de construire tout ce dont on a besoin pour accueillir les Jeux à Paris en 2024. Solideo, une entreprise qui s'engage dans la lutte contre le travail illégal. Le moment où on a récupéré les Jeux, on nous a dit quelle est la dimension sociale que vous allez mettre en œuvre à l'occasion des Jeux. Et c'était une des premières questions avant les questions de développement durable, avant presque les questions de calendrier. On va faire la lutte contre le travail illégal, contre les discriminations. On va veiller au bon respect des conditions de travail, sur l'hygiène et la sécurité. Donc du concret, du solide en somme. En pratique, ça donne quoi? Donc la charte sociale n'est pas appliquée par tous les signataires, mais dans les autres secteurs, comment ça se passe? Dans la fonction publique, les hôpitaux par exemple. Je dis surtout, c'est qu'aujourd'hui, on n'a aucune garantie que les hôpitaux puissent fonctionner normalement pendant l'été et faire face à l'afflux de visiteurs. Il est là le problème, c'est que nous avons des hôpitaux qui étaient en catastrophe l'été dernier avec une surmortalité liée au manque de soignantes et de soignants, que là, nous savons qu'il va y avoir des millions de visiteurs et que nous n'avons aucun plan de continuité pour assurer ce surcroît de prise en charge de malades. Ah, et dans le secteur privé? Également avoir des réponses sur les salariés du privé. C'est la raison pour laquelle je demande au Premier ministre immédiatement d'organiser une table ronde à Matignon pour traiter aussi de la question des salariés du privé. Après, je comprends qu'il est en campagne électorale, qu'il a besoin de faire de la com et que c'est sa priorité. Mais là, l'objectif pour la réussite des Jeux, c'est d'y travailler sérieusement et d'organiser la discussion avec les organisations syndicales. Mais que les salariés, ils demandent juste des réponses à leurs questions très précises. Par exemple, aujourd'hui, il y a de très nombreuses entreprises qui vont être dans des périmètres de sécurité liés au jeu auxquels on ne pourra pas accéder. Les salariés ne pourront pas travailler. Quelle va être la compensation pour ces salariés? Est-ce qu'ils auront le chômage partiel à 100%? On ne le sait toujours pas. Est-ce qu'ils vont être obligés de télétravailler chez eux? Donc il n'y a pas eu de dialogue entre syndicats et pouvoir public des mois et des années avant ces JO sur la situation des travailleurs, en dehors des quelques entreprises concernées directement par les Jeux. Déposé. Le problème de fond, c'est que le gouvernement méprise tellement le monde du travail qu'il n'a pas compris que la réussite des JO dépendait du travail de centaines de milliers de travailleuses et de travailleurs, et que ça s'organise en amont. Le souci, c'est qu'il y a une impréparation totale sur toutes les questions sociales liées aux Jeux. Il a fallu que nous menassions de déposer des préavis de grève pour qu'enfin une table ronde soit organisée hier au ministère de la fonction publique. Donc une impréparation des pouvoirs publics, et il a fallu une menace de préavis de grève pour obtenir que les sujets soient abordés avec le gouvernement.
La CGT en profite d'ailleurs pour mettre en ligne une fac sur les droits des salariés lors des JO, dont vous trouverez le lien en description. La grève est encouragée médiatiquement par la députée Mathilde Panot, qui se range résolument du côté des travailleurs. Et les conséquences de ces préavis de grève ont montré leur efficacité dès aujourd'hui. À la RATP, la direction propose une prime allant de 1 600 à 2 500 euros. La police, les hôpitaux et la SNCF sont bien partis pour en bénéficier aussi. Les fonctionnaires pourront voir leur dispositif de télétravail aménagé. Quant aux contrôleurs aériens, qui dépendent de la DGAC, les résultats obtenus par leur lutte a fini par payer, mais elle suscite de la rancœur, voire de la jalousie de la part du patronat et de leurs supporters, qui ne se privent pas soit de réclamer une trêve olympique, soit carrément de suspendre le droit de grève pendant les Jeux. Les éboueurs entrent aussi en lutte pour arracher des augmentations de salaire, ce qui a le don de déclencher une réaction d'enfants gâtés, bien contents d'avoir eu des gens à sa disposition, surtout lors du Covid, sans protection particulière, et qui les qualifient de détenteurs de pouvoir de nuisance, quand ceux-ci osent réclamer des droits et des indemnités pour compenser le préjudice subi. Essentiel quand ça nous arrange, et nuisible quand ils tentent de faire valoir leurs droits. À tous ceux qui voudraient bénéficier de ces immenses privilèges, sachez qu'il y a du recrutement en cours. Ne laissez pas passer votre chance. Dernier point, il pourrait y avoir quelques frictions sur le bénévolat, sa définition et son utilisation lors des JO par différentes structures, et aussi par des bénévoles. Il est normal de s'assurer qu'une entreprise n'utilise pas des bénévoles plutôt que des salariés, et c'est encore une fois à la LFI que le signal d'alarme est tiré. Il entre dans le champ d'action d'un syndicat de s'assurer de l'application du droit du travail et de veiller à ce qu'il n'y ait pas de dérive. Cela reste du droit du travail et les dispositions légales le permettent. En revanche, il en va tout autrement de ceux qui veulent s'attaquer sciemment, à l'avance, et sans considération pour le droit du travail, à l'organisation du bénévolat pendant ces Jeux, pour des motifs politiques. Cela sort du cadre du droit du travail et de sa législation spécifique pour entrer dans le cadre du droit pénal et des conséquences financières en découlant, comme par exemple la responsabilité civile délictuelle en cas de dégradation ou d'entrave au bon déroulement des Jeux. Un guide pratique des prud'hommes vient de sortir et il a été rédigé par un ancien conseiller prud'homal. Le guide tient la route, je m'en porte garant. Je ne peux que vous le conseiller si vous êtes tenté de faire valoir vos droits. Même si vous vous faites défendre par un avocat ou un défenseur syndical, c'est mieux de comprendre comment ça fonctionne, et ce, pour moins de 20 €. Les vidéos de la Minute du droit du travail sont publiées de manière irrégulière. Pour être prévenu de la sortie de la prochaine vidéo, pensez à vous abonner. Et vous avez 3 playlists. Les youtubeurs, l'actualité et les prud'hommes.